Le 15 de France a l'occasion de s'offrir un nouveau trophée avec ce tournoi Destination 2025 et on en parle juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, semaine de dernière journée de tournoi Destination et le 15 de France reçoit l'Écosse. C'est ce week-end à 21h et je suis toujours en compagnie de monsieur Thomas Larroquette, journaliste rugby. Ah, enfin, le 15 de France a un trophée, encore un de plus à ajouter à son armoire. Il reste un match, il reste une finale et on espère pas une désillusion parce que ce serait quand même très français de se vautrer comme ça. Mais on verra. En tout cas, ce serait bien de glaner un titre quand même dans le tournoi Destination, hein, qui est quand même une énorme compétition derrière la Coupe du Monde. Et vu justement la Coupe du Monde que l'on a vécue, ça ferait quand même du bien. Ce serait un beau rebond. Et après Destination 2024 aussi un peu plus compliqué. Également, ça ferait du bien à un peu tout le monde de retrouver le chemin de la gagne. Et pour ça, le 15 de France s'est offert le droit de rêver avec une grosse victoire en Irlande. On en a parlé sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu le débrief, vous pouvez le retrouver. Là, le débrief qui a fait un peu plus de 3900 vues, donc c'est plutôt pas mal. On vous remercie pour les retours. On est aussi disponible en podcast, c'est la petite nouveauté sur Spotify. C'est un grand avantage, c'est que vous pouvez nous écouter sans voir nos grosses gueules. C'est quand même un gros point positif. Donc, C'est mieux. c'est peut-être mieux d'ailleurs. Mais voilà, donc vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify et aussi sur YouTube du coup, TikTok et Instagram, ça nous fait plaisir, n'hésitez pas à venir vous abonner, tout est dans la description. On va enchaîner sur ce petit tournoi destination, et bien on est parti. Samedi 15 mars, 3 journées. Ce qui va nous intéresser, c'est le France-Écosse de 21h, on va peut-être avoir un œil aussi sur le Pays de Galles-Angleterre de 17h45 et sur le Italie-Irlande, parce que le 15 de France doit gagner avec le bonus pour s'assurer d'être tranquille et de ne pas sortir la calculette. Ce samedi soir du côté du Stade de France, on a une Écosse qui reste sur une victoire contre le Pays de Galles 35-29. Une Écosse, bon on va commencer un petit peu à parler de l'Écosse et après on rentrera dans le vif du sujet du 15 de France avec la compo. C'est pas une Écosse flamboyante, c'est une Écosse qui est souvent décevante dans le 6 Nations depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années. Bon voilà, c'est une Écosse qui a une belle arme avec Finn Russell. Le problème de Finn Russell, c'est comment du toss d'avant-match, lui c'est pile ou face pour savoir s'il va être bon ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, Thomas, rapidement sur cette équipe d'Écosse? Que c'est une équipe qui gagne rien depuis 10 ans. Aussi. Déjà, c'est une équipe qu'on attend à chaque fois comme un peu l'équipe épouvantail, l'équipe pouvant qui peut se révéler un peu l'équipe surprise parce qu'il y a du potentiel chaque année, on le sait, il y a quand même de grands talents dans cette équipe. Mais voilà, sous le mandat de Gregor Townsend, oui, il y a eu des résultats plutôt satisfaisants en Coupe du Monde. Alors en 2015, ils peuvent peut-être jouer une demi, ça se joue peut-être à une décision arbitrale. Pour le reste, voilà, dans le tournoi, c'est trop neutre. Tu sais que c'est une équipe qui peut t'embêter pendant 50 minutes, mais tu sais qu'elle va craquer. Voilà, on a l'impression toujours. C'est l'équipe du ventre mou. Ouais, c'est Hein. l'équipe du milieu. Il y a toujours ce genre d'équipe dans n'importe quel championnat et dans n'importe quel sport. Bah là, c'est un peu l'Écosse. Donc, c'est une équipe qui est décevante, qui malheureusement, j'ai bien peur que cette génération-là ne gagne rien. Alors déjà, ce sera pas cette année, ça c'est une certitude, même s'il faudrait sacré concours de circonstances. Mais non, et encore, mais non. Si, Ouais. il fait si, mais bon, voilà. Gagner avec le bonus avec beaucoup de points, il faut que tout le monde perde. Voilà, bon. Bref, voilà, on va pas rentrer dans le calcul parce que c'est assez pénible. Mais j'ai bien peur que cette génération, en fait, ne gagne rien. Et clairement, bon, la France avance quand même en grand favori, mais il faut se méfier, encore une fois, parce que voilà, il faut pas se voir trop beau avant le match. On n'aimerait pas le contraire, nous, les Français. Et puis, bon, parce que ça reste un match du tournoi, parce que les Écossais, on l'a dit, n'ont plus rien à jouer, et que voilà, notre pire adversaire, ce sera peut-être nous, mais en tout cas, voilà, il reste un match à jouer, ça reste une finale, il faut vraiment prendre ce match au sérieux et engranger le maximum de points. Et oui, parce que la pression, elle n'est pas sur les Écossais, évidemment, qui sont 4e avec 11 points. On en a 16, on est leader. On a une belle différence de points, ça fait plaisir aussi. L'Écosse est fort avec les faibles avec les forts, je vais en dire un petit peu. C'est ça. Dans ce 6 nations-là, le gap avec l'Italie et le Pays de Galles est assez conséquent. Il y a quand même un petit retard sur les 3 nations devant. Il y a quand même certaines forces, il faut se méfier, tu l'as dit de l'Écosse, il y a quand même certaines forces. J'ai commencé à blaguer un peu sur Finn Russell en début en préambule, mais il y a quand même des éléments intéressants quand même. Ils ont des arguments malgré tout.
Le fait qu'il tienne que Ouais, 50 minutes, ça peut être un peu emmerdant aussi. ouais, bien sûr, bah, le capitaine Rory Darge, troisième ligne, super intéressant, un gros gratteur, plaqueur, très puissant. Il nous avait fait très mal hein, à chaque fois qu'on l'avait rencontré dans le tournoi de Destination. Donc joueur vraiment intéressant, encore jeune. euh, et c'est un poison dans les rucks. Après, ben, forcément, il y a ce numéro 10, Finn Russell. Personnellement, je l'adore. Je pense que quand on aime le rugby, on adore ce genre de joueur. Bon, comme tu l'as dit, c'est pile ou face, c'est qui tout double. Parfois c'est exceptionnel, parfois c'est neutre. Enfin non, c'est rarement neutre en fait avec lui. C'est-à-dire que ouais, c'est pile ou face avec lui. Et là, le problème, c'est qu'il fait un tournoi Compliqué. bah, très mauvais, il faut le dire. Mais l'Écosse compte trop sur ses performances à lui. C'est ça le souci. Donc voilà, c'est un joueur qui est capable de tout. Et par contre, derrière, je trouve qu'il y a énormément de qualité. Alors, malheureusement, ils sont plutôt orphelins euh, de l'absence de Tuipulotu, leur centre, qui devait être aussi un des capitaines de cette équipe, au poste de numéro 12, qui est sans doute l'un des meilleurs aussi à son poste dans le monde. Très puissant, point de fixation, très technique. C'est un super joueur et effectivement, son absence un peu, entre guillemets, de dernière minute a un peu perturbé cette équipe qui a dû composer sans lui. Et c'est dommage parce qu'à ses côtés, il y a un super Hugh Jones qui est toujours très bon, joueur très offensif, qui est plutôt élégant quand il joue. Et surtout, bah, ce triangle arrière qui est quand même très très bon. Alors, ils ont cette faculté aussi à sortir très souvent des ailiers supersoniques. Darcy Graham, tout petit modèle, mais très costaud, très puissant, difficile à attraper, avec de gros appuis. Vraiment un super joueur. De l'autre côté, on a le colosse Van der Merwe, alors qui est très bon à chaque fois face à l'Angleterre, qui répond plutôt présent dans les grands matchs, mais qui parfois s'éteint un peu. C'est pas un grand défenseur, c'est pas un joueur très technique. Par contre, quand il est lancé, quand il a un peu d'espace, c'est un joueur qui est dangereux. Et puis, bon, ben, leur meilleur joueur, je pense, dans ce tournoi, c'est Blair Kinghorn, qu'on connaît très bien forcément en France. Voilà, un grand arrière, sûr sous les ballons hauts, qui a un grand jeu au pied, capable de buter, capable de jouer en 10, qui va vite. Voilà, il réalise un très bon tournoi, il a fait un très très bon match face au Pays de Galles. Donc voilà, ils ont des armes. Devant aussi, ils ont des joueurs qui s'envoient, hein, Dempsey, les frères Fankerson, mais le problème, c'est ce banc. Quand on Ouais. regarde un peu ce banc, Hacham, Sutherland, Hurd, Brown, Fagerson, Horn, McDowell, Rowe, sont des joueurs déjà parfois sont difficilement titulaires dans leur club. Et honnêtement, on voit que le rapport chaque année est trop léger. On l'a vu face au Pays de Galles, qui est quand même pas non plus une grosse profondeur d'effectif. Ils se font très peur. En plus, il y a un essai qui est refusé aux Gallois. Mais voilà, c'est-à-dire ils ont une bonne base, ils ont de bons joueurs. Je pense que devant, ça manque un petit peu de densité et de mobilité. Derrière, il y a de grosses qualités, mais voilà, ils ont du mal à finir les matchs. Maintenant, sur un ou deux exploits individuels, ils peuvent vraiment faire de différence et sur des bonnes combinaisons, des bons décalages, de bonnes attaques, ça peut parfois faire très mal. Ce banc-là, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à la compo similaire que contre le Pays de Galles pour l'Écosse ou est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait un ou deux éléments qui bougent pour faire face aux 15 de France? Oui, est-ce qu'ils n'ont pas les armes pour bouger, justement? Bah, honnêtement, vu la compo qui a été alignée, je vois pas vraiment qui peut sortir, qui peut rentrer dans ce groupe. L'interrogation, c'était aussi au poste de 12. On savait pas trop avec l'absence de Tuputu. Finalement, Tom Jordan s'est imposé et il a fait un bon match aussi en marquant un doublé contre le Pays de Galles. Donc, je pense qu'il sera logiquement reconduit. Après, peut-être au poste de talon où je trouve que ils ont un peu de mal à trouver ouais, un titulaire indiscutable. Il y a Dave Cherry, ouais, 34 ans, qui fait un bon tournoi, honnêtement, mais bon, c'est pas le joueur qui nous enflamme le plus. Voilà. Et éventuellement Ashman qui pourrait être titulaire à la place de Cherry, mais pour le reste, honnêtement, je vois pas de grande surprise dans la composition de l'Écosse. Le Canado-écossais Ewan Ashman. Il est canadien au rugby, on n'en a pas souvent. Mais en tout cas, il y en a un dans cette équipe d'Écosse. Écoute, parlons du 15 de France, parce que ce qui va nous intéresser le plus,
Avant d'évoquer la composition probable et surtout ce banc qui pose encore question, est-ce que ce sera un 6-2, est-ce que ce sera un 7-1, je vais revenir avec toi sur une petite déclat de Romain Ntamak, qui est passé au crible en conférence de presse tout à l'heure. Romain Ntamak qui est revenu sur notamment sa suspension par rapport à celle de l'Irlande de Ringrose juste après. Il a dit: il y a une forme d'injustice, d'incompréhension, parce que je pense qu'on avait quand même fait un dossier où on avait bien bataillé pour prouver que j'allais jouer avec mon club, et quand on voit 10 jours après le total inverse de ce qu'ils m'ont dit à la commission, ça reste quand même assez incompréhensible. Je pense encore une fois qu'il va falloir commencer à un peu taper du poing sur la table, parce que ça ne peut pas non plus toujours être en notre défaveur et toujours nous coûter cher avec ce genre de commission, donc c'est un peu rageant, il y a un peu d'incompréhension et d'injustice. On est vrai qu'il reste focus sur le match de samedi, mais on a profité pour lui donner cette petite occasion d'en parler. Est-ce que tu comprends la réaction du Toulousain quand même? C'est vrai que... Ouais, bien sûr, et pour que Romain Ntamak, un joueur si serein, si calme, si réfléchi, puisse taper un peu du poing sur la table et être un petit peu en colère, c'est que voilà, il y a des raisons, il a tout à fait raison. Et justement, j'aime bien sa réaction quand il dit il faut qu'on tape du poing sur la table. Voilà, c'est vrai que pendant des années, on a l'impression qu'on s'est un peu laissé faire par les instances, parfois les commissions britanniques et machin, pour des personnes qu'on ne connaît pas, qui ont sans doute pas foulé non plus trop les pelouses, mais que ce soit en Coupe d'Europe ou que ce soit sur la scène internationale, hein. Donc il a raison, il faut pouvoir monter au créneau et puis gueuler quand il faut. Ouais. Et il a gardé son avis sur la déclaration d'Andrew Porter, pilier irlandais, qui avait dit qu'il arrivait à dormir après la grave blessure de Dupont. Il a dit: j'ai mon avis là-dessus, je le garderai pour moi. Ça aussi, ça fait un peu jacassé à droite à gauche, puisque il n'y aura pas de sanctions pour les joueurs irlandais. Et il a parlé aussi de ce que tu avais évoqué lors du débrief de l'Irlande, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, c'est ses problèmes dans les rucks. Et ça, c'est un éternel problème au rugby qui est pas prêt d'être résolu, à mon avis. Ouais, il a Ouais, raison. il a raison. Bref, passons sur la compo. C'est ce qui va nous intéresser pour cette équipe de France ce samedi. Alors, quel compo pour affronter l'Écosse? Quel banc? Bon, déjà, la première latte, ça devrait pas bouger. Gros, Movaca, Antonio, ça semble sûr. La deuxième latte, pareil, Cross-Aldridge, Boudin, ça devrait être sûr aussi. Biel Biarré, Penaud, Moefana, Ramos, ça devrait être sûr aussi. Lucu Ntamak en charnière, ça devrait le faire aussi. La question elle se pose sur Guillard ou Meafou, le retour de Meafou sur le poste, donc au deuxième lieu côté de Thibaut Flamand. Ça se pose aussi sur le poste de 13. Normalement, ça devrait être le retour de Gelficou pour amener un petit peu d'expérience aussi. Et ça se pose sur le banc aussi. Est-ce qu'on aura un banc 6-2 ou en 7-1? Je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Peut-être si on prend dans l'ordre, allez, le cas à Guillard qui a fait un excellent match contre l'Irlande. On a l'occasion de mettre Meafou, choix de riche. Qu'est-ce qu'on privilégie? Choix de riche, oui, oui, exactement. Choix de riche, je pense que voilà, si tu fais rentrer Guillard ou si tu fais rentrer Meafou, tu perds pas trop au change, c'est sûr. Après, ouais, c'est un peu dommage, ouais. Il n'y a pas tellement de politique d'homme en forme, je trouve. Ah, chez Galtier, Barré avait pas trop. été très brillant, il est sorti. Bon, après, on a vu que le staff a eu raison dans tous ses choix. Voilà, évidemment, ils nous ont tous cloué le bec d'une certaine façon. Maintenant, ouais, je pense que la logique voudrait que Guillard puisse enchaîner aussi. Avoir un Meafou qui rentre en fin de match, je trouve ça aussi très intéressant. Bon, après, c'est pas non plus choquant d'alterner un peu les deux. Est-ce que Guillard aussi a laissé beaucoup de plumes? Parce qu'on l'a dit, c'est un joueur qui a peut-être qui a moins d'expérience, en tout cas sur la scène internationale. Quand on voit comment il s'est envoyé face à l'Irlande, possible qu'il ait laissé aussi quelques plumes. Donc, bon, voilà, c'est pas choquant. Pour le reste, bon, tout est plutôt logique. Oui, l'interrogation, c'était aussi au poste de 13. Mm. On voit que staff ne porte pas forcément son choix sur De Porter. Alors, Nicolas De Porter est encore jeune, hein, on l'a dit. Il y a ça aussi, ouais. Surtout, ouais, puis surtout que bon, l'association avec Moefana De Porter fonctionne très bien en club. On se dit que ça pourrait être logique. Bon, c'est pas le cas. Après, peut-être qu'il sera sur le banc aussi. Euh, Puis bon, c'est voilà, le choix de Fico aussi revient. Je pense que si le staff choisit, c'est qu'il est revenu en forme. Je pense qu'il a eu une blessure, mais il n'est pas vraiment fatigué non plus quand on voit les performances du Racing. Et puis c'est un leader en plus.
Il me semble qu'il égale le nombre de sélections dans le tournoi, côté français. Il égale un certain Philippe Sella avec 50 sélections dans le tournoi. Et en termes de sélection, je crois qu'il passe devant Serge Blanco avec 94 ou 93. 94, je crois. Donc il passe devant. Enfin, il est juste derrière Pelouse, Sella et Ibanez. Donc c'est un Ça va. joli symbole aussi. C'est un joueur qui est encore dans les jambes et qui a encore un peu de temps aussi pour peut-être battre des records. Donc c'est un peu le match de tous les records, hein, avec Damien Penaud aussi C'est vrai. sur une aile qui peut justement passer le record de Serge Blanco s'il venait à marquer 1, 2 ou 3 essais, pourquoi pas, hein. Il en faut minimum 1. Thomas Ramos qui peut battre le record aussi De de points, oui. points marqués sous le maillot français. Il pourrait dépasser Frédéric Michala qui n'est qu'à 6 points. Bon, T'as le on record va pas d'essais trop s'avancer. record On va d'essais pas dans le trop tournoi s'avancer. aussi. T'as le record de nombre d'essais dans le Oui, oui, tournoi qui est détenu par l'Angleterre avec 29. T'as 3 effectivement. essais. Et t'as quelques records à aller chercher de manière sympathique. Pour Ficou, Voilà, il y a deux écoles un peu qui s'affrontent. T'as aussi ceux qui se disent bah, est-ce qu'on préparerait pas 2027 à mettre des jeunes, à être sûr de voir des mecs qui commencent à jouer ensemble. Bon, Deporter, Moefana, ils jouent ensemble toutes les semaines du côté de Bordeaux. Ça marche plutôt bien. Mais il y a peut-être ça aussi qui pourrait rentrer dans le débat, je sais pas. Oui, alors Gailleton est absent, Aussi. Barassi est blessé. Ça peut se comprendre. On pourrait peut-être se dire pareil pour Maxime Lucu d'ailleurs, hein, qui a 32 ans, qui en aura 34 pour la Coupe du Monde. On peut se dire aussi pareil pour Antonio, on l'a dit dans la Ouais. vidéo face à l'Irlande, mais on attend aussi un successeur à Winnie Antonio, hein, qui fait un bon tournoi, il cale la mêlée, mais on sent que voilà, dans le jeu, il est un peu usé, ce qui est normal. Je sais pas, peut-être que si on avait presque déjà le tournoi assuré, On ferait si tourner, on ouais. affrontait l'Italie, peut-être que ça aurait été différent. Après, Ficou reste un leader. S'il rate son match, les cartes seront rebattues aussi. Donc, tous les choix sont contestables en soi. Je sais, on les critique un peu tous. Pour le moment, le staff nous a donné raison sur presque tout. Pas tout, mais sur presque tout. Là, on verra. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, hein. On vous lit, on vous répond avec grand plaisir, tout en restant respectueux, mais ça, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Et c'est vrai, oui, c'est un peu, voilà, c'est du débat, histoire d'amener des idées, mais il n'y a pas de mauvais choix, on va dire, dans cette compo-là. C'est plus le banc, là, qui a posé des questions, parce qu'au début de semaine, on parlait de repartir en 7-1. Il faut que je retrouve l'article. Ouais, ça parlait de repartir en 7-1 avec un Le Garec du coup, qui intégrait le banc avec Baye, Marchand ou Bourgarit, Aldeguerri, Oradou ou Roumat, mais à Fougelonche, Jégou. Puis après, on a le milieu olympique qui a commencé à dire qu'on pourrait revenir sur un 6-2. Je vous affichais le tweet de Gauthier Baudin, je vous remercie pour le petit vidéo sur Twitter, qui potentiellement en 6-2 dans ces cas-là avec un Barré qui rentrerait à la place d'un Oradou ou d'un Roumat. Bon, qu'est-ce qui semble être privilégié? Qu'est-ce que tu préférerais voir? Qu'est-ce qui serait le mieux pour affronter cette Écosse-là? On sait que le 7-1 a montré contre l'Irlande que c'était une bonne solution. Est-ce que ça vaut le coup de le remettre pour l'Écosse ou est-ce qu'on peut assurer en 6-2 entre guillemets, pas se faire de frayeur aux trois quarts et puis ça permettrait de récompenser un mec comme Léo Barré qui a fait on lui a demandé Ouais, pour l'instant. c'est peut-être ça aussi, honnêtement. Là, il y a eu de la casse. On sait que Dupont peut jouer partout, qu'il peut jouer en 10. Là, évidemment, Maxime Lucu peut jouer en 10. Moi, je me souviens de ces années au BO, même quelques fois l'UBB, où il est passé en 10 et ça se passait super bien. C'est un joueur qui est capable. Mais c'est quand même pas pareil qu'un Dupont en 10. Donc, effectivement, si tu commences à perdre un centre, ça va être un peu la question. Est-ce que Oscar Jégou pourra aussi refaire la même partie que face à l'Irlande? On n'en est pas sûr non plus. C'est pas une garantie. Il a été monstrueux sur ce match-là, mais bon, voilà, là, c'est peut-être pas les mêmes conditions. Si tu as un mec qui se blesse à la 20e, il faut quand même tenir 60 minutes. J'ai aucun doute sur le fait que Jégou ait le coffre pour tenir, même à ce poste-là. Mais bon, il faut aussi pas forcément prendre de risques. Donc voilà, on verra le choix qui est fait. Peut-être qu'on peut se dire, au vu du scénario en Irlande, faudrait mieux privilégier un 6-2 avec Barré qui est de retour et qui avait fait d'ailleurs un très bon match aussi en Angleterre. Bon, on verra. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Pour le moment, le 7-1 a aussi très bien fonctionné, hein. On l'a contesté, on a débattu dessus. Finalement, on a vu que ça portait ses fruits. Là, ouais,
je sais pas. On verra comment ça va se passer sur ça. Bah, comment ça va se passer? Est-ce que ça vaut le coup de prendre entre guillemets la risque de faire un 7-1, sachant que est-ce que bon contre l'Écosse tu peux pas entre guillemets assurer un 6-2 au cas où ça se pète, sachant que t'as un Barré qui en plus peut jouer pas un peu partout. Enfin, tu peux le mettre Barré, c'est un peu un couteau suisse aussi, hein. Il peut dépanner sur Ouais, plusieurs bah postes, donc ça peut être bien aussi, hein. après c'est l'avantage dans cette équipe de France, c'est-à-dire qu'un garçon comme Bielbiarré peut jouer, à l'aile, à l'arrière. Moefana peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. Ficou peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. Penaud pourrait même dépanner, au centre. Ntamak peut jouer en 10 et en 12. Barré peut jouer en 10 au centre, à l'arrière. Lucu peut passer, en 10. Donc voilà, il y a beaucoup de polyvalence et je pense que le staff s'appuie sur ça et Ramos évidemment peut jouer en 10 et en 15. Je pense que le staff s'appuie sur ça, c'est très bien. On a vu aussi, bah, comme je le disais, Giroud qui peut jouer au centre. Voilà, donc s'il y a de la casse, il y aura toujours des solutions. Maintenant, il faut aussi s'adapter à l'adversaire. Il y a beaucoup de vitesse aussi dans cette ligne 3 quarts écossaise. Il y en avait peut-être un peu moins côté irlandais, ce qui expliquait peut-être le fait que Giroud ait été choisi comme centre. Bon, ça, honnêtement, je sais pas encore. Je pense que de toute façon, ce banc-là, qu'il soit en 7-1 ou en 6-2, il a tellement été performant face à l'Irlande. Et quand on voit l'apport du banc côté écossais, voilà, on se dit que Ouais, nous, on est quand même très bien lotis. Et honnêtement, voilà, je pense que ça va être très solide dans tous les cas. exactement. Allez, dernier petit débat. Est-ce qu'on a l'occasion de voir Baptiste Serin à la place de Le Garec? Que au début de semaine ça commence à évoquer, ou est-ce que Le Garec a vraiment cette position de numéro 2 dans cette hiérarchie pour l'Écosse? Voilà, je pense que c'est un peu trop tard. Sauf, ouais, sauf mes aventures, ce que je souhaite ni à Lucu ni à Le Garec, je pense que bon, Mathis Serin ne sera pas dans le groupe. Bah voilà, oui, c'est dommage. Il y a plein de joueurs qu'on aurait Oui, aimé voir. J'aurais aimé revoir peut-être un Couillou. Et puis même, il y a tellement de joueurs que j'aurais aimé voir, tester, même bon, peut-être pas sur un tournoi Destination parce qu'il y a quand même un gros enjeu, mais voilà, il y a des joueurs hyper intéressants. Je pense à des garçons comme Théo William, Baptiste Jonot, Mathis Castro Ferreira. Bon, ce sont des joueurs hyper intéressants voilà, qu'on aimerait voir jouer sous le maillot bleu. On peut pas mettre tout le monde. Alors, c'est sûr que c'est un peu décevant quand on voit les énormes prestations de Baptiste Serin. Mais voilà, le staff, malheureusement, je sais pas, mais en tout cas, a fait son choix. Il y a une hiérarchie qui semble assez claire. Après, on a vu, ça peut très vite tourner aussi. ouais. Alors là, il y aura plus de matchs derrière, mais enfin, il y aura des matchs cet été, mais voilà, un Dupont qui se blesse, et bien derrière, le numéro 2 devient numéro 1 et le numéro 3 devient numéro 2. Et s'il y a un peu de casse, eh bien, le numéro 4 intègre le groupe. Donc voilà, ça peut aussi très vite tourner dans un sens comme dans l'autre. Et voilà, je pense que Serein est un compétiteur. Et dans tous les cas, voilà, s'il est rappelé, bon, ben, fera tout pour y être. En tout cas, dans son club, il fait tout pour y être. Mais malheureusement, en sélection, ça suffit pas pour être un remplaçant ou un titulaire. Mais en tout cas, moi, j'ai pas les clés et je pense que personne n'a les clés. Il y a que le staff qui les a et c'est comme ça. Et c'est comme ça, il sera prêt pour Toulon et la semaine prochaine. Et puis de toute façon, cette fin de saison top 14, Toulon va avoir besoin d'un très bon Baptiste Ah Serin. oui, parce Parce que que, Toulon n'est pas le même ouais, sans Baptiste Serin non plus. donc ça va être à surveiller aussi. Allez, dernière petite info, parce que ça concerne indirectement le 15 de France, c'est cette Angleterre-là qui va jouer contre. Qui va aller au Pays de Galles à 17h45. Est-ce que l'Angleterre peut faire un faux pas? Ça serait pas déconnant au vu des prestations anglaises, même si ce Pays de Galles-là, bon, a retrouvé un peu de couleur depuis 2-3 journées, mais c'est pas non plus. C'est pas un grand Pays de Galles, on fera le grand débrief du 6 Nations la semaine prochaine. Je dis ça parce qu'il y a la compo de l'Angleterre qui est sortie. Voilà, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Bon, je pense Ouais, que l'Angleterre vraiment devrait faire le travail. le poireau est en train de mûrir un peu. Oui. Voilà, il y a des jeunes qui commencent un petit peu à s'affirmer. Je pense qu'il y a eu un électrochoc aussi après l'éviction de Gatland. Mais bon, là, honnêtement, je pense que oui, le Pays de Galles peut secouer un peu comme ils l'ont fait face à l'Irlande, les Anglais. Est-ce que c'est pas les Anglais face à eux-mêmes plus que le Pays de Galles, quoi? Ouais, ouais, après, je sais même pas si l'Angleterre a la pression sur ce match-là.
voilà, ils ont un gros banc aussi. Ils sont favoris. Sauf surprise, ils devraient gagner. Mais bon, honnêtement, voilà. De toute façon, les Français doivent gagner. Avec le Puis, bonus. puis point Bon, barre, voilà. ouais. Il y a que ça qui compte. Après, l'Angleterre aura pas fait un tournoi ridicule, mais enfin, c'est difficile quand même de les juger parce que face à l'Italie, ils se font quand même drôlement secouer pendant 50 minutes. Bon, ils ont, semble-t-il, retrouvé un peu de couleur dans le jeu, quelques garanties, quelques certitudes. Il y a quelques joueurs qui reviennent bien ou qui, en tout cas, se sont imposés comme des titulaires. On l'a vu face à la France, bah, c'est une équipe qui a du caractère aussi. Mais aussi, elle s'est fait très peur face à l'Écosse et elle a fait un match franchement moyen. Donc bon, c'est une équipe qui est difficile à juger, mais qui pour le moment réussit plutôt bien son tournoi. Et pour l'instant, qui est deuxième. Et ça, c'est peut-être la belle cote qu'on avait jouée. On les avait mis troisième dans notre prévu Destination. Il y a une playlist d'ailleurs sur la chaîne Destination. Voilà, si vous voulez retrouver toutes les vidéos qu'on a fait Destination pour remémorer le bon vieux temps d'il y a un mois et demi, elles sont disponibles sur la chaîne. Pareil, l'Irlande, on va en parler un petit peu parce que ça reste un adversaire aussi direct. Bon, le 15 de France doit gagner, c'est simple. Bon, l'Irlande en Italie, par contre, eux, je pense que ils vont être un peu énervés et que ça doit dérouler normalement. Normalement, oui. Ouais, Normalement. ils vont être élevés. Ouais, je pense qu'ils ont pris un gros coup sur la carafe, ça c'est certain, de perdre à domicile et de se faire surtout cartonner, hein, parce que Ah bon, oui, 40 pions, c'était pas arrivé. C'est la troisième fois depuis 2020 qu'ils perdent chez eux, je crois. Donc, ouais, ils vont être énervés. Après, l'Italie, on l'a vu aussi, capable sur certaines séquences de faire très mal, notamment offensivement, hein. Derrière, ça va ça très vole. vite, Hein. c'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est super intéressant à avoir joué. Après, bon, les Irlandais, je suis pas sûr qu'ils refassent 2 fois la même partition, j'en suis pas sûr. Là aussi, ils ont un banc quand même qui semble plus épais que les Italiens qui ont vraiment craqué contre l'Angleterre en fin de partie. Donc selon toute vraisemblance, on devrait voir les Irlandais gagner ce match-là, mais ouais, je pense qu'ils ont vraiment pris un gros coup, ouais. Vraiment en gros sur la tête. Vous l'avez compris, de toute façon, c'est simple, le 15 de France doit gagner avec le bonus, et comme ça, on s'emmerdera pas. Et de toute façon, on sera fixé avant le début du match, en fonction des résultats des autres, de ce que Ah le ouais. 15 de France doit faire. Et ça, c'est peut-être une bonne chose aussi. Bon, bah, terminons avec le petit prono classique. Je pense qu'on a globalement tout dit sur ce potentiel match France-Écosse ce samedi 21h du côté du Stade de France. Qui sera? On va profiter un peu du stade. J'y serai, ouais, ouais, pour travailler surtout, donc Oui, profiter oui, mais travailler avant tout quand même. c'est important. Bon, petit prono. Pour le 15 de France gagner, quand même, ça serait très étonnant de les voir perdre à domicile contre l'Écosse, quand même. Sans être Ouais. arrogant. Non, non, mais voilà, quand on voit ce qu'on a été capable de faire face à l'Irlande, ce serait vraiment bête de se viander face à l'Écosse. Je pense que la première période, on peut être un peu secoué ou voilà, ne pas prendre tout de suite l'avantage et prendre un écart conséquent. Par contre, je pense que vraiment notre banc est capable de faire de grosses différences, à l'inverse des Écossais, qui je pense seront peut-être un peu cuits physiquement. Ils l'étaient vraiment contre le Pays de Galles. Je vais voir un match ouvert, je vais voir un match avec pas mal de points, je vais dire 34-16 pour les Bleus, avec un Ok. bonus, bien sûr. Avec un bonus, bien Parce qu'il sûr. faudrait un bonus d'ailleurs, hein. C'est ça. Allez, on va mettre un essai des deux petits ailiers, deux petites fusées de Lyon Bordeaux-Bègles, Bilbia et Penaud. Et un petit essai de Marchand. Allez, hop. Comme ça, il rentre, il plante. Voilà. Très bien. Allez, je vous les donne, comme ça c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre prono évidemment en commentaire, votre avis. On va faire une analyse du tournoi à destination la semaine prochaine. En plus du retour du top 14 avec un très alléchant Union Bordeaux-Bègles Stade Toulousain, qui va être bien sympathique et décisif pour la suite de la saison. Il y a des autres vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Évidemment, le débrief contre l'Irlande, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. On a fait des vidéos, ça c'est du foot. Analyse tactique de ce Liverpool-Paris Saint-Germain de hier qui est sorti ce matin. Ça fait plaisir, on a rentré un petit peu dans le détail en faisant des ronds et des traits, des triangles un peu partout sur le terrain de manière très très moche. Vous pouvez retrouver l'analyse tactique. Peut-être qu'on fera ça pour le rugby aussi, ça pourrait être pas mal. Il y a la vidéo Prono Ligue 1 qui va sortir normalement demain. Voilà, qu'on a fait avec Melvin, tranquillou, ça c'est du foot. Si vous voulez voir un peu de ballon rond, n'hésitez pas à passer également une tête. On est sur Spotify en podcast, donc peut-être que vous nous écoutez en podcast et on vous salue. Et moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end de rugby en espérant vous retrouver victorieux la semaine prochaine. Ciao tout le monde!